ses attributs des fêtes foraines, des foires, des cirques, des tabarinades. Mesdames, messieurs, à 36 ans, Gérard Philipe s'est éteint dans son appartement parisien, sans prévenir, sans plainte, sans adieu. L'homme qui incarnait la jeunesse éternelle du cinéma français, le sourire éclatant de l'après-guerre, s'est retiré en silence, comme s'il voulait disparaître sans froisser l'image parfaite que la France avait de lui. C'était le 25 novembre 1959. La nouvelle est tombée comme une gifle. Aucun journaliste ne l'avait vu venir, aucune rumeur de maladie, juste ce vide brutal, incompréhensible. Comment un homme si lumineux, si engagé, si vivant, pouvait-il s'éteindre ainsi, presque en cachette? À l'écran, il était le prince. Sur scène, il irradiait. Pour des millions de Français, Gérard Philipe était bien plus qu'un acteur. Il était une promesse. La promesse que le monde pouvait être beau, élégant, intelligent. La promesse d'un avenir sans guerre, sans compromission. Et pourtant, derrière cette image lisse, quelque chose se fissurait. Une fatigue profonde, un héritage pesant, un silence trop long. Pourquoi a-t-il choisi de partir ainsi? Que cache ce départ si digne et si soudain? Gérard Philipe naît le 4 décembre 1922 à Cannes, dans une famille bourgeoise. Son père, Félix Philipe, avocat et industriel, joue un rôle central dans la vie de l'enfant, un rôle dont le poids sera lourd à porter. D'abord promis à une carrière juridique, le jeune Gérard se détourne du droit pour se consacrer à l'art dramatique. C'est à Nice, puis à Paris, qu'il suit des cours de théâtre tout en se heurtant à l'incompréhension de son père, dont les sympathies pour le régime de Vichy marqueront durablement l'image familiale. Dans la France en reconstruction, le jeune acteur, au visage d'ange et à la voix grave, devient rapidement un symbole d'espoir. Dès ses premières apparitions sur les planches, notamment dans Caligula d'Albert Camus ou Le Prince de Hambourg, le public est conquis. Sa présence magnétique, son élégance naturelle, cette façon unique de parler à la fois au cœur et à l'esprit, tout cela contribue à son ascension fulgurante. Mais c'est au cinéma que Gérard Philipe connaît une reconnaissance nationale. Dans Le Diable, au corps de Claude Autant-Lara en 1947, il incarne un amour adolescent, passionnel et transgressif, rôle qui le propulse au rang de star. L'année suivante, La Chartreuse de Parme de Christian Jacques le consacre définitivement. À seulement 26 ans, il devient la figure incontournable d'un cinéma poétique, intellectuel, résolument français. Son aura dépasse alors les simples frontières de l'écran. Gérard Philipe incarne une France nouvelle, sensible et cultivée. Il n'est pas seulement beau, il est intelligent, engagé, poétique. Il ne se contente pas de séduire, il élève. Et cela dans un pays encore meurtri par l'occupation, à la force d'un baume collectif. En 1951, il fait une rencontre décisive. Jean Vilar, créateur du Festival d'Avignon. Gérard accepte de rejoindre le TNP, Théâtre National Populaire, délaissant un moment le confort du cinéma pour la rigueur et l'exigence de la scène. Ce choix, que beaucoup jugent risqué, révèle la profondeur de son engagement artistique. Il joue le Cid, Lorenzaccio, Ruy Blas. Ses interprétations deviennent légendaires. À Avignon, dans la cour du Palais des Papes, sa voix résonne comme une déclaration d'amour à la culture, au peuple, au théâtre. Dans le même temps, il partage sa vie avec Anne Philippe, écrivaine et femme discrète, avec qui il aura 2 enfants. Leur relation, empreinte de respect et de tendresse, tranche avec les frasques habituelles du monde du spectacle. Ensemble, ils forment un couple rare, protégé, presque idéalisé. Pour le public, Gérard Philipe est l'incarnation du raffinement, de la grâce et de l'intégrité. Aucune tâche, aucun scandale ne vient ternir son image. Il refuse les rôles faciles, s'engage pour la paix, soutient des causes sociales. En 1964, il signe l'appel de Stockholm contre l'arme nucléaire. À une époque où les artistes préfèrent souvent se taire, lui parle, mais toujours avec mesure, sans outrance. Et pourtant, derrière cette perfection apparente, une tension monte. Car plus la lumière est vive, plus l'ombre se creuse. Gérard travaille sans relâche, sans relâche, enchaîne tournage, répétition, représentation. Son emploi du temps est démentiel. On le voit partout, tout le temps. Jamais il ne dit non. Toujours souriant, toujours disponible. Personne ne soupçonne alors que cette générosité de tous les instants, ce don de soi absolu, est aussi une fuite. Une fuite loin de son passé familial. Une fuite loin de ses angoisses silencieuses. Une fuite peut-être vers une forme de perfection inatteignable. Il ne voulait pas décevoir. Ni ses parents, ni son public, ni ses collègues. Il portait la France sur ses épaules comme un rôle de plus, et dans cette posture de prince sans tache, il s'interdisait toute faiblesse. Mais combien de temps un homme peut-il tenir ainsi? À mesure que les années passent, la silhouette de Gérard Philipe devient une icône. Mais à l'intérieur, quelque chose vacille. Ceux qui l'ont côtoyé durant les tournées du TNP ou les tournages savent qu'il somnolait parfois entre 2 scènes, que ses traits devenaient plus tirés, que son énergie semblait forcée.
Pourtant, jamais il ne se plaignait. Gérard Philippe, en public, restait fidèle à l'image d'un homme toujours en contrôle, toujours souriant, toujours parfait. Mais cette perfection était une prison. Derrière les rideaux du théâtre ou les coulisses des plateaux, Gérard portait une double peine. Celle d'un héritage familial trop lourd et celle d'une société qui exigeait de lui qu'il soit une étoile permanente. Son père, Félix, avait été jugé après la guerre pour sa collaboration avec le régime de Vichy. Ce lien gênant, Gérard ne l'a jamais nié, mais ne l'a jamais expliqué non plus. Il l'a simplement porté comme un fardeau muet. Il en a tiré un besoin impérieux d'épure, de noblesse morale, d'exemplarité. Comme si, à travers chaque rôle, il voulait effacer les fautes du sang. Il a fui le droit, voie toute tracée par son père, pour choisir la scène, un terrain où il pouvait tout réinventer. Mais même dans cette fuite, il imposait à lui-même des règles d'une rigueur presque monastique. Il ne buvait que très peu, ne sortait presque jamais. Il écrivait, lisait, répétait, même les week-ends avec sa famille étaient rythmés par des heures de travail solitaire. Cette ascèse volontaire, ce refus du relâchement, ont commencé à inquiéter certains proches. Jean Vilar, lui-même homme d'exigence, avouera plus tard « Gérard allait trop loin, il n'économisait rien, ni son souffle, ni sa voix, ni sa vie. » Et puis, il y a eu les signes. Au début de 1959, Gérard se plaint d'une fatigue inhabituelle. Il pense d'abord à l'épuisement. Ses amis lui suggèrent de lever le pied, de ralentir. Il refuse, il ne veut pas qu'on s'inquiète, il ne veut pas qu'on voie. Il continue donc, comme si de rien n'était. Il tourne les liaisons dangereuses de Roger Vadim, s'investit dans de nouveaux projets au théâtre, multiplie les apparitions publiques, mais les douleurs s'intensifient. À l'été, les malaises deviennent fréquents. Gérard consulte enfin et discrètement. Le diagnostic tombe, terrible, un cancer du foie à un stade avancé. Les médecins sont sans illusion. Il lui reste quelques mois. Gérard n'en parle à presque personne. Il le confie à son épouse Anne, à 2 amis très proches. Il exige que cela reste secret. Il ne veut pas que la presse le sache. Il ne veut pas que le public le voie diminuer. Il continue donc à vivre comme si rien n'avait changé. Il va jusqu'à sourire en conférence de presse alors que la maladie le ronge de l'intérieur. Son choix de silence d'apparence fascine autant qu'il interroge. Était-ce de l'orgueil ou un dernier acte d'amour envers son public, envers cette France qui voyait en lui un symbole de vie? Pendant ce temps, chez lui, rue de Tournon, le quotidien devient un combat. Anne, sa femme, l'accompagne, le soutient, mais respecte son besoin de discrétion. Les enfants jouent dans la pièce d'à côté sans comprendre vraiment. Gérard, lui, regarde ses rôles, ses textes, ses costumes, comme s'il faisait défiler toute sa vie une dernière fois. Il écrit peu, mais relit beaucoup. Il annote les marges de ses pièces préférées, il écoute de la musique, souvent en silence. Il semble serein, presque détaché, comme s'il acceptait que la lumière s'éteigne tant qu'elle le faisait sans bruit. Mais ce silence est assourdissant. Ses collègues du théâtre, de plus en plus inquiets, cherchent des réponses. Certains commencent à deviner, mais personne n'ose poser la question. Gérard reste jusqu'au bout le prince inatteignable. Même malade, même souffrant, il dégage une forme de paix troublante. La presse, elle, n'a rien vu. Et c'est là l'un des paradoxes les plus poignants de cette histoire. L'homme le plus visible de France a vécu sa fin dans l'invisibilité absolue. Lorsque la nouvelle de sa mort est annoncée, le 25 novembre 1959, elle fait l'effet d'un choc sismique. À Paris, à Avignon, à Cannes, dans chaque théâtre, chaque salle de cinéma, une stupeur glacée s'abat. On ne comprend pas. On refuse d'y croire. On parle d'un malaise soudain, d'un accident. Il faudra des jours avant que la vérité commence à filtrer. Gérard Philippe n'est plus. Mais son silence, lui, continue de résonner. À l'automne 1959, Paris s'apprête à entrer dans l'hiver. Dans l'appartement discret du 9 rue de Tournon, au cœur du 6e arrondissement, une lumière baisse lentement, presque imperceptiblement. Gérard Philippe, affaibli, ne sort presque plus. Il n'y a pas d'hôpital, pas de traitement public, pas de communiqué. L'homme que toute la France admire choisit de mourir chez lui, dans la plus stricte intimité. Seuls quelques intimes savent de ce qui se joue derrière ces murs haussmanniens. Sa femme Anne est là chaque jour, chaque nuit. Elle veille, prépare ses repas, apaise ses douleurs. Leurs 2 enfants, Claude et Olivier, ne comprennent pas encore pourquoi leur père reste si souvent allongé, pourquoi sa voix devient plus douce, plus lointaine. Gérard ne se plaint jamais. Même au plus fort de la douleur, il garde ce calme troublant qui le caractérise. Il refuse l'acharnement thérapeutique, décline les hospitalisations. Il demande simplement à rester chez lui, entouré de silence et d'amour. Les médecins lui rendent visite discrètement. L'un d'eux dira plus tard « Il n'avait pas peur. Ce qui l'angoissait, c'était qu'on découvre. Il voulait qu'on continue à le voir comme avant. Jusqu'au bout, il maintient cette dignité qui l'a toujours défini.
Il relit ses textes favoris, Shakespeare, Corneille, Musset, avec une intensité presque rituelle. Il dicte quelques lettres, il écoute Bach, mais surtout, il regarde longuement par la fenêtre, les toits de Paris, comme s'il saluait une dernière fois la ville qu'il avait tant aimée. Le 25 novembre 1959, vers l'aube, Anne est à ses côtés. Elle sent le souffle de son mari ralentir. Il ouvre les yeux une dernière fois, pose sa main sur la sienne, puis s'éteint doucement. Aucune agitation, aucun cri, aucune scène. Juste un souffle qui s'arrête, il est 6 heures du matin. La nouvelle ne sera rendue publique qu'en fin de matinée. À la demande d'Anne, les premières heures sont consacrées au silence, à la famille. Lorsqu'enfin l'information est confirmée, les rédactions sont prises de court. Personne n'était préparé. Aucun article n'est prêt. Aucune photographie d'archives n'est sélectionnée. On pensait Gérard Philipe éternel. À midi, France Inter interrompt sa programmation. Le ton est grave dit « Nous venons d'apprendre la disparition de Gérard Philipe, comédien d'exception. Le choc est total. » Des milliers d'appels affluent, des spectateurs, en larmes, se rendent spontanément au Théâtre National Populaire. À Avignon, les membres de la troupe se réunissent en silence. Jean Vilar s'effondre en larmes. La cérémonie d'adieu a lieu 2 jours plus tard à Ramatuelle, dans le Var, où Gérard possédait une maison. Il est enterré en costume de Lorenzaccio, son rôle fétiche, celui qu'il avait porté avec tant de passion. Le cercueil est simple, entouré de roses blanches. Il n'y a pas de cortège officiel, pas de caméra, pas de ministre. Juste des amis, des proches, des admirateurs discrets. Et Anne, digne, bouleversante, de retenue. Aucune image de lui malade n'existe. Aucun enregistrement de ses derniers jours. Ce choix de disparaître sans trace est devenu une légende. Pour beaucoup, Gérard Philipe n'a pas vieilli. Il est resté figé dans la splendeur de ses 30 ans, éternellement jeune, éternellement lumineux. Sa mort, si discrète, a renforcé son mythe. Il n'a pas décliné, il n'a pas faibli sous les projecteurs. Il s'est retiré avant que le monde ne puisse le voir changer, et peut-être est-ce là le dernier rôle qu'il ait joué, celui d'un homme qui, jusqu'au bout, a voulu protéger la beauté. Le 24 novembre 1959, la nuit est tombée tôt sur Paris. Dans le calme feutré de l'appartement de la rue de Tournon, tout semble suspendu. Gérard Philipe, alité depuis plusieurs jours, ne parle presque plus. Il n'y a ni plainte ni révolte. Il est simplement là, le regard plongé dans un ailleurs que lui seul perçoit. Dans la pièce attenante, Anne veille, assise près de lui. Les enfants dorment. Le silence règne, seulement troublé par le cliquetis discret de la pendule. À un moment donné, Gérard prend la main de sa femme et la serre doucement. Il ne dit rien, mais ce geste contient tout. La gratitude, l'adieu, l'amour. Vers 2h du matin, Anne se lève pour ajuster une couverture. Lorsqu'elle revient, elle trouve Gérard plus calme encore, le visage apaisé. Il respire lentement, profondément. Son front est chaud, son regard se pose un instant sur elle, puis se détourne vers la fenêtre. Paris dort, et lui s'endort avec elle. À 6h, son cœur cesse de battre. Ce matin-là, les journaux avaient prévu de parler de politique, de culture, de football peut-être. Rien n'annonçait qu'une étoile allait s'éteindre. Lorsqu'Anne appelle les médecins puis les proches, tous sont sidérés. Il y avait bien eu quelques inquiétudes récentes, mais personne n'imaginait que la fin était si proche. Gérard avait trop bien caché sa souffrance. Le docteur confirme le décès. La cause est notée sobrement, cancer fulgurant du foie. Il avait refusé les traitements, demandé à rester chez lui, dans la lumière douce du salon, loin des regards et des machines. À 11h, la dépêche de l'AFP tombe. Le comédien Gérard Philipe est décédé ce matin à son domicile parisien. Les radios interrompent leurs émissions, les journalistes se précipitent, mais les portes de la rue de Tournon restent closes. Anne ne reçoit que peu de visiteurs. Elle ne souhaite pas que le dernier souvenir du public soit celui d'un homme malade. Dans l'après-midi, Jean Vilar arrive en larmes. Il est abattu. Gérard n'était pas seulement l'icône du TNP, il en était l'âme. Vilar embrasse Anne, s'agenouille devant le corps de son ami, puis sort sans un mot. Le 27 novembre, selon sa volonté, Gérard Philipe est transporté à Ramatuelle. Il y repose toujours, vêtu du costume de Lorenzaccio, le héros romantique qu'il avait tant aimé incarner. Aucun discours officiel n'est prononcé. Seuls quelques vers de Musset sont lus à voix basse. Pas de caméra, pas de scène, juste le vent dans les cyprès. Dans le cœur des Français, ce dernier moment ne s'est jamais effacé. Gérard Philipe n'a pas eu de déclin, pas de disgrâce. Il est mort à l'apogée. Et cette mort, aussi discrète que bouleversante, a fait de lui une légende figée dans la lumière. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après sa disparition, Gérard Philipe continue de hanter les mémoires françaises. Non pas comme une simple figure nostalgique du passé, mais comme un idéal d'artiste. Élégant, exigeant, discret. Sa tombe à Ramatuelle est régulièrement fleurie. Son nom donné à des théâtres, des écoles, des rues. Et pourtant,
il n'a laissé que peu de traces concrètes. Aucun testament public, aucun message d'adieu, aucune autobiographie. C'est Anne Philippe, son épouse, qui portera sa mémoire avec pudeur et tendresse. En 1963, elle publiera Le temps d'un soupir, un récit bouleversant de leurs derniers jours ensemble. Ce livre, devenu un classique, dévoile le silence, l'intimité, mais aussi l'amour inébranlable qui les unissait. Grâce à elle, le monde a pu entrevoir, sans voyeurisme, la grandeur silencieuse de cet homme hors du commun. Son fils Olivier, resté discret, n'a jamais cherché à exploiter l'image de son père. Le mythe est resté pur, intouché, comme si par respect, personne n'osait altérer ce qu'il avait su préserver jusqu'à la fin, la beauté. Gérard Philippe est parti sans bruit, mais il nous a laissé une question qui résonne encore aujourd'hui. Dans une époque où tout s'affiche, où chaque faiblesse devient spectacle, existe-t-il encore une place pour ceux qui choisissent le silence, la dignité et l'oubli volontaire ? Car derrière les applaudissements et la postérité, il reste ce murmure. Et si le plus grand acte d'un comédien, c'était de savoir quand quitter la scène ?